Entre un réacteur nucléaire sur la Lune, une sonde lunaire abandonnée par la NASA, une mission conjointe entre l'Amérique et l'Inde, ou encore une fusée polonaise, les actualités spatiales se sont encore enchaînées ces derniers jours. Alors, comme d'habitude, on va ensemble en revoir l'essentiel. Mais avant ça, je tenais à glisser un petit message assez important. Dans les grosses actualités de la semaine, on a en effet SpaceX qui a réalisé une mise à feu du Starship 37 après l'explosion du 36 et après avoir, en urgence, adapté le pas de tir orbital pour ce type d'essai. C'est une étape importante dans le programme et c'est quelque chose dont il faut parler, mais c'est quelque chose dont je parlerai bientôt dans un point Starship dédié. Donc voilà, je le mentionne ici, mais je ne m'étendrai pas trop dessus dans la suite de l'épisode. Donc, petit teaser, il y aura un point Starship qui sortira dans quelques jours, qui sera dédié à tout ça. Et en attendant, on va parler des actualités de la conquête spatiale, parce que si on parle beaucoup de SpaceX, le restant ne s'arrête pas non plus. Et si souvent la conquête spatiale est remplie d'actualités bien concrètes, on a aussi parfois droit à des sujets plus exotiques. Par exemple, on a appris que l'administration américaine veut installer un réacteur nucléaire sur la Lune. Alors là, il faut prendre du recul et en discuter un peu. Parce que bon, un réacteur nucléaire sur la Lune, c'est plus simple sur le papier. En fait, l'idée, c'est d'utiliser cette technologie pour alimenter en énergie de futures bases lunaires. Et attention, l'idée a du sens. Vous le savez peut-être déjà, mais des plans de bases lunaires, il y en a depuis longtemps. Et s'il faut bien reconnaître que malgré des concepts intéressants, ce n'est pas demain la veille, la question de comment ces habitats semi-permanents et régulièrement occupés seront approvisionnés en énergie se pose déjà. Les panneaux solaires, par exemple, ont le défaut de demander parfois d'assez grandes surfaces pour être utilisables, et si des engins visitent régulièrement ces bases, ce qui est évidemment prévu, les poussières qui s'accumulent deviendront très vite un problème. Ainsi, l'idée de construire un petit réacteur nucléaire sur la Lune ne date donc pas d'hier. C'est une source d'énergie propre qui demande des installations limitées, mais qui pose aussi des problèmes en termes de sécurité lors du lancement. Le lancement de petits générateurs à radioisotopes, par exemple, est déjà assez complexe. Et pourtant, il n'équipe que quelques rares missions comme les rovers martiens Perseverance et Curiosity, ou le futur drone Dragonfly dédié à l'atmosphère de Titan. En plus, ils sont relativement petits et pas vraiment comparables à un vrai réacteur nucléaire. Ainsi, si on ne parle pas d'une centrale nucléaire aussi grande que sur Terre, mais d'un projet beaucoup plus modeste, ça demandera quand même pas mal de travail. Et justement, le gouvernement américain veut avancer dans un futur proche. Sauf qu'il faut relativiser. Ces projets sont déjà à l'étude depuis longtemps et ça n'a pas changé. On change juste un petit peu d'échelle en passant de projets de 40 kW à environ 100, avec comme objectif de démarrer les essais sur la Lune vers 2030. Mais il s'agit aussi, et surtout probablement d'un coup de communication, face au projet de base lunaire chinoise par exemple, projet qui est lui aussi très loin de voir le jour. Surtout que l'administration actuelle ne fuit pas le sensationnalisme, bien au contraire, et ça il faut le garder impérativement en tête. Mais bon, paradoxalement, l'idée n'est pas non plus dénuée de sens. Un réacteur nucléaire dans l'espace est bien plus facile à gérer que sur Terre, et le terrain peut parfois être un bon allié pour protéger des radiations, mais il ne faut pas se mentir. Si un jour l'homme veut séjourner longtemps sur un astre, l'approvisionnement en énergie sera crucial et il faut vraiment y réfléchir maintenant. Surtout que, par exemple, dans le cas de bases martiennes, les poussières seront encore un plus grand problème et le nucléaire une meilleure solution. C'est pour ça que de plus en plus de voix s'élèvent en faveur du projet, surtout que là aussi, les États-Unis semblent vouloir faire la course avec la Chine, et ça risque de pousser les deux acteurs à sérieusement développer le sujet. Et attention, c'est bien, mais entre sensationnalisme, besoin réel et concurrence politique, c'est encore très compliqué de voir clair et je crois franchement qu'il vaut mieux se poser et attendre un peu de voir la suite. Surtout qu'en attendant les actualités pour le coup plus concrètes, elles continuent aussi. Par exemple, il y a quelques jours, la NASA a annoncé abandonner son satellite Lunar Trailblazer lancé vers la Lune il y a quelques mois. 10 heures après son lancement, le 27 février, le satellite allait en effet cesser de communiquer. Si la NASA allait réussir à reprendre brièvement le contact, le tableau s'est hélas avéré désastreux. La mission à Bakou, issue du programme Simplex, devait étudier les glaces lunaires, leur répartition et encore d'autres. Mais il s'est hélas vite avéré que ce serait un échec, et la NASA a continué de tenter le tout pour le tout sans aucun résultat. L'annonce de l'abandon de Lunar Trailblazer il y a quelques jours n'a donc pas été une grande surprise, mais plutôt la confirmation de ce qui était déjà redouté. Mais heureusement, là où une chose tombe, une autre repousse.
Ce 30 juillet, l'agence spatiale américaine a en effet vu la sonde Nizar décoller à bord d'une fusée indienne GSLV. Il s'agit d'une mission conjointe entre la NASA et l'ISRO, l'agence spatiale indienne, mission que les deux agences développent ensemble depuis 2013 déjà. Elle permettra notamment d'observer l'évolution des écosystèmes et des terres émergées, des hautes couches de l'atmosphère et du climat terrestre en général. Doté d'une gigantesque antenne radar, le satellite de 2,8 tonnes devrait ainsi avoir une durée de mission primaire de 3 ans, même si elle sera probablement étendue à plusieurs reprises, comme c'est quasiment toujours le cas avec ce genre de satellite. En fait, on préfère en général compter sur le strict minimum, et tout ce qu'on peut avoir après, ce n'est que du bonus. Enfin, pour terminer avec la NASA, on notera que les préparatifs d'Artemis 2 continuent de s'accélérer. La date de lancement de février 2026 semble également se confirmer, et ce sera l'occasion de voir 4 astronautes partir survoler la Lune avant le retour à sa surface pour Artemis 3. Mais cette semaine, on allait aussi avoir l'occasion de parler du spatial européen. En Pologne, l'entreprise Space Forest a en effet terminé une série de tests de ses moteurs SF-1000 qui équiperont leur fusée Perrin. Il s'agit d'une petite fusée suborbitale qui pourra faire un petit bond hors de l'atmosphère et emmener environ 50 kg à 125 km d'altitude. Pour rappel, la limite de l'espace, ou du moins ce qu'on considère comme étant la limite, parce qu'il n'y en a pas de très clair entre la fin de l'atmosphère et le début de l'espace, est-elle à 100 km. Mais bon, l'entreprise semble aussi encore avoir besoin de temps. On l'a vu flouter une partie de ces images, ce qui n'était pas le cas avant et là où on doit normalement trouver les systèmes permettant de contrôler l'orientation des moteurs, et il est difficile de dire si le vol inaugural sera réellement faisable fin 2025 comme l'entreprise l'envisage, ou s'il glissera vers 2026. Et puis, depuis quelque temps, on a aussi l'entreprise anglaise Air Launch qui parle énormément de ce concept de fusée pour le moins exotique. En fait, pour le résumer, leur projet de lancer la fusée à 600 km/h à l'aide d'un système de canon à air comprimé. La fusée, pour ensuite placer une charge dans l'espace, fera le tour complet de la Terre et reviendra se poser avec un système permettant de l'attraper avec des barres alors qu'elle se pose. Si c'est un concept qu'on voit souvent étudié chez différentes entreprises pour la récupération, notamment en Chine, la partie lancement, comme un boulet de canon, est suffisamment originale pour demander un certain esprit critique, et je crois qu'il faudra surtout voir ce que l'entreprise réussira à faire au cours des prochaines années, ou si c'est encore un de ces projets malheureusement voués à l'échec. Mais bon, c'est trop tôt pour le dire, le concept est intéressant, et ce serait quand même vachement original à voir voler. Enfin, pour arriver à la fin de l'épisode, Astrolabe continue aussi d'avancer sur les essais de son prototype de rover Flip, dont le premier exemplaire devrait rejoindre la Lune d'ici quelques mois encore. Et quand on sait que l'entreprise développe aussi un des buggy lunaires d'Artemis, ce sera à suivre de très près. Mais bon, tout ça, j'ai encore le temps d'en reparler au fur et à mesure. Alors, en attendant, si vous aimez regarder le ciel, la Lune, les planètes, vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir avec des météorites issues de Mars, de la Lune, du matériel astro pour débutants ou confirmés, ou des peluches et autres goodies. Et ça tombe bien, en allant faire un tour chez AstroShop via le lien en description, vous trouverez exactement ça et ça aide à soutenir la chaîne. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la suite, me poser vos questions en commentaire. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.